D'abord, je veux vous dire que moi, j'ai toujours dit que le prix de leadership, je le partageais avec ma collectivité, le quartier de Pointe-Saint-Charles, où j'habite depuis plus de 40 ans, où je suis impliquée depuis toujours, depuis que je suis là. Je vais juste vous parler brièvement du quartier, parce qu'il y a peut-être des gens qui le connaissent moins. Je vais parler de deux expériences où j'ai été impliquée assez activement, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et ce qui existe depuis 10 ans, l'opération populaire d'aménagement. Parce qu'on a des points de vue sur ce que doit être le quartier, plutôt que des tours d'habitation de luxe comme celle qui est en construction, où on voit la grue de l'autre côté du canal. Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier qui est enclavé entre le canal de la Chine et le fleuve Saint-Laurent et entre le pont Champlain et le pont Victoria. C'est un quartier qui était le centre industriel du Canada il y a bien longtemps et qui a commencé à connaître un déclin dans les années 50, déclin qui s'est accéléré avec l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent et la fermeture du canal de la Chine. Donc, le canal était une voie de navigation. C'était par là que passaient les navires. Et donc, il y avait plein d'industries. Maintenant, ces industries-là sont transformées en condos. Il y a une pression, donc, du centre-ville. Vous avez probablement entendu parler de Griffintown, qui s'avance. Et donc, il y a beaucoup de pression. Suite à la fermeture des entreprises, les gens de 40 ans, 50 ans sont retrouvés sans emploi. Alors, on a des défis au niveau de l'emploi. On a des défis au niveau de l'habitation, parce qu'avec l'arrivée des habitations de luxe, la valeur des maisons augmente et le coût des loyers augmente. On a des problèmes aussi d'éducation. On peut dire qu'il y a beaucoup de familles où les gens, c'est des ouvriers, donc l'incitation à l'école n'était pas toujours là, donc des problèmes de décrochage scolaire. Je vous dirais que pour moi, c'est tous des déterminants de la santé. Comme disait Michel, si on veut s'occuper de la santé de la population, il faut s'occuper de leurs conditions de vie. Alors, c'est comme ça que j'ai été amenée. D'une part, j'ai travaillé à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Pour vous situer, cette clinique-là a été créée en 1968 par des étudiants en santé de McGill et des citoyens du quartier. Elle a servi de modèle au CLSC, qui sont en train de disparaître, malheureusement. Et à chaque réforme du système de santé, on croise nos doigts, elle a été menacée d'être intégrée au réseau. C'est le seul CLSC financé par l'État à vocation communautaire et à direction communautaire. C'est le seul qui reste dirigé entièrement par des citoyens du quartier. J'y ai travaillé un peu plus de 15 ans, dont 10 ans à la coordination générale. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un processus permanent d'éducation populaire. On négociait localement des conventions collectives avec nos employés. On négociait des services avec les agences régionales et le conseil d'administration et d'autres comités, parce qu'il n'y a pas que le conseil, il y avait des gens qui participaient à l'embauche du personnel, avec des gens de métier ou du métier aussi. Donc, cette clinique-là, elle a été innovante. Il y en a eu 5 dans les quartiers populaires de Montréal. C'est la seule qui a subsisté et qui existe encore. La même chose s'est produite au niveau de l'aide juridique. La clinique juridique qui a été créée avec des citoyens et des avocats est la seule qui est encore dirigée par un comité de citoyens du quartier. Donc, il y a une longue tradition. Donc, quand on parle de leadership, pour ça je le partage avec ma collectivité, je m'inscris dans une tradition de prise en charge. Souvent, on regarde les milieux qui vivent des difficultés économiques, comme des... Tu sais, quand on parle des BS, je ne vais pas vous faire de dessin, mais c'est des gens qui, au quotidien, mènent des luttes pour leur survie et se prennent en main quand ils ont des conditions et un soutien pour le faire. La clinique, donc, on ne sait pas quel sera son avenir. J'espère qu'elle va fêter ses 50 ans bientôt.
s'il réussit à passer à travers l'actuelle réforme du ministre de la Santé. Je veux passer rapidement, je ne veux pas être trop longue. L'autre expérience où j'ai été impliquée, c'est en 2004. On a commencé, en 84, il y a eu, quand il y a les plans d'urbanisme, on se prononce, on se regroupe, on réfléchit, on se prononce. On a réussi à maintenir un zonage industriel sur le canal La Chine, qui est maintenant très convoité par des habitations de luxe. Mais maintenant, on l'a un peu perdu. Ce qui fait qu'on avait une proportion de 40% de logements sociaux et communautaires, ce qui est une proportion extrêmement importante. Mais avec l'augmentation des condos, on est rendu à 32%. Alors, c'est la lutte qui se fait actuellement. Depuis 4 heures cet après-midi, dans Pointe-Saint-Charles, les gens se sont réunis avec, c'est pour vous montrer, il y a de l'imagination dans tout ça, des affiches Prémax. Mais l'agent, c'est la photo du maire de Montréal, M. Coderre, son numéro de téléphone, son compte Twitter, et sur l'affiche, il est marqué « Réservé pour du logement social et communautaire » et c'est placé sur des terrains vacants, inoccupés, et sur des édifices abandonnés. Alors, ce qu'on veut, c'est des réserves parce que, comme c'est un vieux quartier, tout est un peu occupé. Donc, il y a constamment, comme ça, des actions qui sont menées. Une autre des actions, je vous ai parlé de 84. En 2004, on a fait une opération populaire d'aménagement. Probablement, vous avez peut-être entendu parler de la lutte contre le déménagement du casino en 2006-2007. Mais ce n'est pas une lutte qui tombe comme ça. On parlait des luttes étudiantes non plus. Ça se mûrit, ça se travaille, ces luttes-là. En 2004, on a fait une opération pendant une fin de semaine. Ça a été préparé par des assemblées. On a réuni les gens et on a visité le quartier. Des gens qui n'ont pas accès à la parole facilement, des gens qui vivent la pauvreté, qui subissent des préjugés. C'est quand même des experts de leur milieu de vie. Alors, au début, on avait donné des dessins aux gens, puis ils devaient, dans un contexte d'assemblée, mettre ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas dans le quartier. Et là, cette fin de semaine-là, on a visité les secteurs névralgiques, près du métro, des terrains qui sont les terrains qui devaient, entre autres, être en bordure du casino. Et on a mené des discussions, mais des discussions inclusives. Il y avait aussi des nouveaux arrivants. Je vous dirais, par exemple, on discute sur la revitalisation d'une rue commerciale. Est-ce qu'on veut une petite pâtisserie fine ou un magasin où on vend aussi du pain un peu passé date? Est-ce qu'on a besoin d'un cordonnier ou d'un magasin de chaussures? Et ça, c'est aussi une négociation entre nous. Ça demande une médiation entre des points de vue différents. Une société, comme le disait Michel, il y a différents points de vue, il y a différentes pistes de solutions. Moi, je considère que les solutions sont ancrées et provisoires, c'est-à-dire elles changent au fur et à mesure que la société évolue. On a aussi fait des ateliers transversaux avec les gens, donc sur la sécurité. On est sorti avec pas loin d'une centaine de propositions sur la spéculation, l'habitation, les terrains vacants, espaces verts, les parcs équipements collectifs, les activités ferroviaires, la circulation automobile, bon, j'en passe. Et on travaille depuis plus de 10 ans, on a fêté nos 10 ans en juin, à réaliser avec les gens certains de ces projets, par exemple un parc intergénérationnel avec une zone où il y a des résidences HLM personnes âgées et aussi un nouveau projet coopératif au BNL qui a été bâti par des militants qui ont maintenant 75-80 ans. Je ne suis pas jeune, mais c'est la génération qui m'a un peu précédée. Alors, ça nous a donné une vision partagée. Je ne vous dis pas qu'il y avait unanimité là, dans le quartier, c'est pas ça, mais on l'a diffusé et c'est ce qui a servi de base à la mobilisation contre le déménagement du casino. On savait ce qu'on voulait. On n'était pas juste souvent, on est pris à s'opposer.
quand il y a des consultations publiques sur des plans d'aménagement, souvent on arrive, comme dans le cas du casino, tout lécher, un beau projet développé par un promoteur, puis on est pris pour dire non, on ne veut pas ça. Mais qu'est-ce qu'on veut? Quand on a une vision, on est capable collectivement de la pousser et de se mobiliser. Donc, on a mené la bataille contre le développement du casino. On n'arrête pas. Je vous dis que dans ça, on a des échanges citoyens. On est aidé par des architectes, des urbanistes qui nous accompagnent. Donc, le casino n'a pas déménagé. Il y a une immense friche industrielle qui correspond au tiers du quartier, qu'on appelle les terrains du CN. On a refait une opération populaire d'aménagement après la bataille du casino, parce que là, on a dit, on a un terrain vague. Mais qu'est-ce qu'on voit dessus? Qu'est-ce qu'on va imaginer? Alors, on a fait encore là une opération avec des plans. Donc, vous voyez un peu, c'est l'architecte qui a fait ça, qui inclut de l'emploi toujours, des habitations pour les nouveaux arrivants, des gens plus à l'aise, mais aussi une place au logement social et communautaire pour garder nos résidents, parce que de plus en plus, à cause de la hausse du logement, ils sont poussés vers l'extérieur. Donc, encore là, on a négocié. C'était la première fois, le fait qu'on avait une vision à opérer, ça a été la première initiative où l'Office de consultation publique de Montréal a fait des consultations sur les balises de développement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut développer avant le projet du promoteur? Il y a un promoteur qui ne nous aime pas beaucoup, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de la confrontation des intérêts. Mais, donc, l'Office a établi, à partir des consultations, le promoteur, les élus sont prononcés, les citoyens, différents organismes, ont établi des balises de développement qui contraignaient un peu le promoteur. Ce que ça a fait, par exemple, c'est que l'Agence métropolitaine de transport a vu ça, ce grand terrain-là, et est en train d'installer son centre d'entretien des trains de banlieue avec une entente avec la Corporation de développement économique communautaire du coin, le réseau, pour former des gens pour travailler là. Donc, c'est une approche qui se veut à la fois globale et inclusive. Logement, circulation, on fait constamment des forums. J'en apporte un autre, un forum famille, où on a dégagé comme 10 besoins. Donc, on réunit les gens une fin de semaine, on discute, on regarde les préoccupations des parents, des propositions d'action, on fait une synthèse de ça et on la retourne au monde. Et on la rediscute. Donc, ici, il y a 10 exemples de pistes d'action. On en a une sur la sécurité alimentaire. C'est considéré une partie désert alimentaire, alors on a réussi à obtenir une nouvelle ligne d'autobus. Bon. C'est comme ça qu'on améliore petit à petit, pas à pas, le quartier, le milieu de vie. Il y a un côté, toujours un côté résistance et il y a un côté développement, imagination. On met ensemble les idées de plusieurs personnes. On a des discussions et c'est comme ça qu'on développe finalement une vision qui est aussi, autant que possible, largement partagée. Je vous donne ces deux exemples-là pour dire, moi des fois, tu sais, bon, monsieur parlait de la créativité, je trouve ça intéressant de dire aussi que la créativité, ça se met en mouvement. Il faut l'inspirer, il faut donner l'occasion à tout le monde. Et si on veut être inclusif, il faut souvent être très concret, très ancré dans la vie quotidienne des gens. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas être très longue, alors je vais vous amener sur ma réflexion, au complément de Michel, sur la politique. Moi, je pense que notre système politique électoral, c'est une délégation de souveraineté. Hein? Le peuple est souverain une fois tous les 4 ans quand il est élu. Mais c'est aussi un système qui encourage un peu l'apathie. C'est-à-dire, on les élit, on les laisse faire, c'est en train de changer, comme Michel mettait en évidence. On les élit, puis là, ils décident. Hein? Et on le voit par les taux d'abstention qui sont inquiétants, à mon avis.
il y a aussi un risque dans ce système-là de polarisation entre des partis politiques. Donc, cet aspect de médiation d'intérêts, un peu la logique pyramidale dont Michel parlait, ça crée finalement parfois des jeux d'argumentaire où on perd de vue les objectifs et les intérêts des gens. Ça crée aussi une certaine professionnalisation de la politique, à mon avis. Au lieu de se considérer comme mandaté par les gens, on se considère comme des décideurs. Et ça, je pense que la mobilisation constante entre les élections des citoyens, ça permet de rappeler à nos élus, avec qui on travaille, dans le quartier aussi, qui sont mandatés pour nous représenter et qu'on ne leur laisse pas nécessairement le champ complet de la décision. Par exemple, à l'opération populaire d'aménagement, on rencontre le maire d'arrondissement à peu près 2 à 3 fois par année pour faire le suivi de certains dossiers, que ce soit parc, que ce soit circulation et tout ça. On a une collaboration, on a traversé des élections, ça a changé d'élus, mais c'est important parce qu'il y a quand même une légitimité aux gens qui sont élus. Mais ce n'est pas une légitimité qu'on doit aveuglément laisser parce que souvent, on a plus souvent des promesses que des engagements, moi, à mon avis, dans les campagnes électorales. Alors, c'est ça qui est important de toujours ramener avec les gens. En démocratie, on est des citoyens. Et la base, c'est vraiment de miser sur ce lien de concitoyenneté. Michel parlait, on est égaux, on a des points de vue. La société, elle porte différents intérêts qui se retrouvent en politique aussi. Donc, c'est important, ces démarches-là. Moi, j'ai choisi de les faire au plan local parce que je trouve que j'étais soucieuse, je vivais dans un milieu pauvre, disons-le, et de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas eu dans toute leur vie. Je trouve que c'est important et c'est important de développer la citoyenneté. Pour moi, c'est un des facteurs qui fait aussi que des nouvelles générations vont s'impliquer aussi dans ces milieux-là. Par exemple, il y a des consultations sur la bibliothèque, ils sont allés à la maison des jeunes du quartier et les jeunes avaient des idées. Et ils voulaient même, c'est un bâtiment patrimonial, ils étaient même préoccupés, ce qui m'a surpris, peut-être parce que je suis vieille, qu'ils voulaient protéger la façade de l'édifice, conserver un bâtiment autour duquel il y a eu des luttes 20 ans avant qu'il naisse. Il devait avoir l'autoroute qui passe à la limite du quartier maintenant. Puis, elle devait détruire, c'est un poste de pompier qui a été transformé en bibliothèque. Donc, c'est un peu un symbole. Mais les jeunes, pour eux, là, ça ne leur dit plus rien, mais il y a quand même, à cause un peu de toutes ces discussions-là, un souci des jeunes. Je pense aussi que d'approcher avec des milieux qui sont défavorisés ou qui vivent des difficultés, ça nous amène à une approche de droit démocratique aussi. On en parle au niveau de l'ONU. Et je trouve que cette approche-là, il y a une revendication d'équité. Il n'y a pas vraiment une revendication. Il y a une revendication d'affirmation. C'est bien, de respect, d'exiger le respect, mais pas nécessairement d'appropriation du pouvoir. Je trouve que c'est une autre logique sur laquelle il faut miser. Miser sur le respect des droits de tous, mais et le développement collectif. Donc, ça nous permet souvent, comme je disais, de rappeler aux élus qui sont des mandataires de la volonté populaire. Vous allez me trouver un peu idéaliste. Je pense comme Michel qu'il faut qu'il y ait des chefs, mais des chefs qui sont plutôt répondants à la population, à la base. Moi, je trouve aussi un des éléments qui est important, c'est de miser sur la délibération, la discussion. Il
faut constamment, c'est clair qu'il y a des divergences d'opinion, j'en ai cité un peu secondaire sur le type de magasin qu'on voulait, mais il y en a des plus importantes aussi sur le type de développement économique dans l'environnement, sur la place de l'emploi par rapport à l'habitation, sur la place qu'on doit faire aux nouveaux arrivants. Les condos de luxe sont pas c'est des urbains qui ont une maison de campagne, mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté des petites maisons aussi, puis qu'il faut qu'ils participent à la vie collective. Donc, et il y a tout un travail de médiation à faire, il y a tout un travail d'écoute, Michel le soulignait, de synthèse, de retour aux gens et de rechercher, pas le consensus parfait, mais un peu une vision qui est partagée par un grand nombre. À mon avis, aussi, la délibération, ça doit dépasser la consultation. Ça doit mener à la décision et à l'action. C'est-à-dire, si on nous consulte, on enregistre toutes les opinions, puis là, on part avec l'affaire, puis on crée un rapport. Je pense qu'il faut retourner aux gens. Il faut que ça mène, qu'on explique les décisions. C'est le rôle des élus de le faire. C'est aussi le rôle des leaders de le faire. Et que aussi, ça mène à des actions, à se mettre en mouvement. Ça, je trouve que c'est important. Moi, j'ai choisi de débuter par un ancrage local et concret parce que j'étais préoccupée d'inclusion. D'inclure tout le monde et souvent on va discuter, puis pourtant j'étais dans une chaire là, dernièrement, j'ai coordonné pendant les 10 dernières années une chaire sur les approches communautaires et les inégalités de santé, où je discutais avec des chercheurs, où je montais des projets participatifs avec des réseaux communautaires comme les tables de quartier, les tables de concertation de quartier, des organismes en sécurité alimentaire, où on montait des projets de recherche avec eux, puis essayer de travailler les résultats. Mais donc, même au niveau de la recherche, pour moi, la participation et l'inclusion des gens concernés va faire qu'on a des meilleurs résultats de recherche. J'ai tenté de transposer ça, finalement, dans la chaire où je travaillais. Donc, conclusion, je vous dirais, parce que je ne veux pas être trop longue, je veux qu'on ait le temps d'échanger. On connaît notre quotidien, tout le monde. On a aussi des opinions. Le politique, c'est un monde d'opinions. Hein? Ce n'est pas un monde de vérité scientifique. Les gouvernements, je pense que Michel a fait allusion au fédéral, où l'opinion scientifique, on aime autant pas l'entendre. Mais, donc, c'est beaucoup plus un monde d'opinions. Donc, c'est ce qui explique qu'on a tous des opinions et les opinions ne se valent pas toutes, mais elles se débattent toutes. Et ça, c'est important de le reconnaître et d'écouter pour comprendre comment la personne voit les choses, comment les différents courants qui traversent la société interagissent entre eux. Ça fait que finalement, si je résume pour moi, le leadership, c'est inclure, écouter, respecter et inspirer à partir finalement des choix collectifs, des visions qu'on peut se donner. Alors j'arrête là-dessus pour laisser un peu plus de temps pour que vous puissiez réagir ou faire connaître vos expériences aussi. Je suis sûre que dans la salle, il y en a que je connais qui ont aussi des expériences de travail en développement collectif. Alors, bienvenue à vos points de vue.